ce traditionnel concert du Nouvel An. Je tiens à remercier personnellement M. Stéphane Loda et son équipe municipale pour leur implication respective dans l'accompagnement constant de notre orchestre symphonique. Bien entendu, je veux dire un immense merci à François Rago, notre chef et directeur artistique, pour son investissement pour son orchestre et ses musiciens amateurs pour beaucoup. Je vais maintenant laisser la place à Claude, notre présentateur attitré, pour vous présenter les œuvres que nous allons interpréter ce soir. Je vous souhaite donc à tous un très bon concert avec ce programme gourmand et gourmet que notre cher cuistot vous a mitonné avec sa baguette. Mesdames, Messieurs, bienvenue au gymnase Éric Tabarly. L'orchestre symphonique de Canet-Roussillon-Méditerranée, sous la direction de notre chef et directeur artistique François Rago, vous présente pour le concert du Nouvel An un programme intitulé Rhapsodie des goûts. Il sera consacré, comme vous l'avez compris, au rapport entre la musique et la gastronomie. En effet, au cours du XIXe siècle, avec l'arrivée de la bourgeoisie au pouvoir après la Révolution française, va se développer la gastronomie française. Le terme même de gastronomie daterait de 1801. Le XIXe sera ainsi le siècle de la gastronomie, du développement des restaurants et des lieux où faire la fête, du cap-cons au music-hall, où les boissons alcoolisées, le champagne ou la flot, tout en permettant aux clients d'écouter des chansonniers, des airs d'opéra. Le XIXe siècle est aussi en musique le siècle romantique. Parmi les 14 pièces que nous présenterons ce soir, 9 peuvent être rattachées à des compositeurs romantiques ou post-romantiques. Remarquons aussi que c'est au cours de ce siècle que la rhapsodie antique sera réintroduite, même si elle sera accommodée à toutes les sauces. Pour ce concert, notre chef nous propose l'ordonnancement d'un grand repas, sans oublier les vins. Le service est à la russe. Les différentes parties du repas seront servies l'une à la suite de l'autre. Nous commencerons avec l'apéritif, puis viendront les plats. Et nous finirons avec les desserts et bien sûr le champagne. Pour commencer ce concert, nous vous présenterons l'ouverture de l'opéra Norma de Vincenzo Bellini. Le thème est celui d'une prêtresse gauloise trahie dans son amour par le proconsul romain Polion. Elle choisira la mort. La première de cet opéra en 1831 fut un four, et pas qu'un petit four. L'ambitus du rôle-titre montait trop dans l'aigu pour la tessiture de la soprano, Giuditta Pasta, qu'il interprétait. Bellini a transposé la partition d'un demi-ton plus bas, ce qui peut paraître peu, mais c'est parfois la petite touche qui transfigure le plat. Et la quatrième représentation fut un triomphe. Je vous avais prévenu que nous commencerions comme il se doit avec l'apéritif. Et je vous propose donc un Bellini, un cocktail à base de jus de pêche et de prosecco, à moins que vous ne préfériez le Rossini, à base de purée fraise et de champagne. Bonne dégustation et bonne écoute.
avec la marche des ustensiles de cuisine. Il s'agit d'un extrait d'une musique de scène écrite en 1909 par le compositeur et chef d'orchestre britannique Ralph Vaughan Williams pour la pièce comique d'Aristophane Lequel. Le thème en est un vieillard, obnubilé par l'idée de rendre la justice en tant que juge, issu du corps des simples citoyens, comme cela se faisait à Athènes dans l'Antiquité. Son fils veut le guérir de son addiction. Pour ce faire, il le séquestre et organise un procès fictif où l'accusé est un chien qui aurait volé et mangé un fromage, de Sicile qui plus est. Arrivent les témoins. Un plat, un pilon, une raclure à fromage, un grill, une marmite, un petit couteau. Le juge invétéré en profite pour manger pendant l'audience un plat de lentilles dont on connaît la valeur incalculable en termes de change. On ne connaîtra jamais assez la valeur de Plassin, la cuisine de terroir. Mais là, je m'égare, nous parlons de gastronomie. En fait, pas de bonne cuisine sans bons instruments. Le chef en cuisine se retrouve devant son piano, qui regroupe l'essentiel des moyens de cuisson et des ustensiles dont il a besoin pour son activité. En musique, le piano, l'instrument emblématique du XIXe siècle romantique, est aussi l'un des instruments qui couvre le plus large registre, orgue excepté. En fait, bien des instruments de musique ont leur correspondant parmi les ustensiles de cuisine et de restauration, comme le diapason, la cloche, la mandoline, la flûte, etc. Et maintenant, je vous invite à apprécier cette marche des ustensiles de cuisine, qu'elle vous ouvre l'appétit. Le cœur des ustensiles de cuisine sera formé par Enzo, Mathis, Sacha et Gabriel de l'école de musique du Val-Espille. Bonne écoute.
si ce n'est un gourmet. Il aimait la bonne chair, comme le prouve sa correspondance avec son père Léopold, et il mourra obèse. Mozart a composé la flûte enchantée en 1791. La première aura lieu le 30 septembre de la même année, environ 2 mois avant la mort du compositeur. C'était une demande d'Emmanuel Schikaneder, le directeur du théâtre Auf der Wieden à Vienne, qui en a écrit le livret. Mozart et Schikaneder étaient tous les deux francs-maçons, et la flûte enchantée représente, entre autres, un parcours d'initiation maçonnique. L'influence du mystère égyptien et d'autres religions y est aussi notable. Le titre même de cet opéra, La flûte enchantée, instrument magique qui doit guider l'initiation de Tamino, le héros de cet opéra, a aussi en français 2 autres sens. La flûte peut désigner un verre allongé de diamètre resserré pour le vin de champagne ou d'autres vins pétillants. Mais elle peut aussi renvoyer à une catégorie de pain analogue à la baguette, mais de poids différents. Nous avons ici un double symbole, le pain et le vin, qui renvoient à un repas mystique, la scène. Mais je m'arrêterai ici car nous sommes là, très loin d'un repas gastronomique. Nous vous interpréterons 2 extraits de la flûte enchantée, et nous commencerons par l'ouverture. Je vous souhaite une bonne écoute.
vous interpréterons maintenant le morceau le plus célèbre de la flûte enchantée, l'air de la Reine de la Nuit. La voix de la soprano sera remplacée par la flûte de Pan. Nous avons le plaisir de recevoir comme soliste à la flûte de Pan Adriana Babin. Adriana est née en Moldavie, diplômée du prestigieux lycée de musique de Chisinau, la capitale moldave. Adriana a obtenu un diplôme de musique interprétative de l'Université nationale des arts de Iași, en Roumanie. Elle a également suivi des études avancées en interprétation de la flûte de Pan au Conservatorium van Amsterdam aux Pays-Bas et au Conservatoire des Beaux-Arts de Chisinau. En reconnaissance de son talent exceptionnel, elle a reçu bourses et prix prestigieux de la République moldave. Enfin, elle a participé en 2021 au Festival de Royan, un violon sur le sable, où elle s'est produite devant un public de 50 000 personnes. Et maintenant, place à l'air de la Reine de la Nuit. Bonne écoute.
Et maintenant, passons au plat, toujours accompagné d'une flûte de pan. Vladimir Kosma est un violoniste, chef d'orchestre et compositeur français d'origine roumaine, né à Bucarest en 1940. Il est surtout connu pour ses musiques de films comme Dans l'aile ou la cuisse ou Le Grand Blond avec une chaussure noire, un film de Yves Robert sorti en 1972. La musique qu'il a composée à cette occasion intègre deux instruments typiques de la musique roumaine, la flûte de pan et le cymbalum. Nous vous interpréterons donc cette musique dans sa version originale. George Zamfir, un flûtiste roumain, avait interprété la partition de flûte de pan de la bande originale. Aujourd'hui, c'est Adriana qui sera soliste. En ce qui concerne le cymbalum, nous avons transcrit la partition pour le violon, et c'est Jesus Lira Diemek qui sera soliste. Jesus Lira Diemek est un violoniste et altiste né au Mexique dans une famille de musiciens. Très tôt, il interviendra comme soliste dans l'orchestre symphonique de Fala, le plus ancien orchestre symphonique du Mexique, dans la capitale de l'État de Veracruz. À 19 ans, il part à Varsovie terminer ses études à l'Académie Frédéric Chopin, dont il sort diplômé en 1994. Il a collaboré et s'est produit comme soliste dans de nombreux orchestres, au Mexique, en Pologne, en Espagne, en France et en Catalogne. Il fait partie du collectif Mare Nostrum Musicae et enseigne depuis 2007 au Conservatoire Isaac Adonis de Gérone. Bonne écoute.
Jacques Offenbach, violoncelliste virtuose et compositeur d'origine prussienne, né à Cologne en 1819, ne sera naturalisé français que sous le Second Empire. Il a été reçu haut la main au Conservatoire national de musique de Paris à 14 ans, mais il en savait plus que ses professeurs. Insolent et insupportable, il en a été mis à la porte. Reçu très vite à l'Opéra Comique, il a aussi réussi à en gravir les échelons jusqu'à en prendre la direction malgré les farces qu'il faisait subir à ses collègues. Il fonde les Bouffes parisiens en 1855. L'opéra bouffe Orphée aux Enfers, créé en 1858, sera un succès. Offenbach devient alors le maître de l'opéra bouffe et de l'opérette sous le Second Empire et encore après sa chute. Malheureusement, il a abusé de la bonne bouffe et du bon vin, jusqu'à souffrir de la goutte, puis finalement d'en mourir. Orphée aux Enfers représente une satire du Second Empire, mettant en scène une sédition des dieux et demi-dieux de l'Olympe, qui trouvent insipide le nectar et l'ambroisie qu'on leur propose, alors qu'ils prônent et brandissent des bouteilles de champagne. À la fin de l'œuvre, le chœur infernal va chanter le bon vin, suivi du galop infernal, dont provient le fin chantant. Cette danse va connaître le succès. Le Moulin Rouge deviendra célèbre, avec des danseuses dont le nom est croustillant, comme la Goulue, la Manque Fromage, Vol au vent ou la Vorace. Et maintenant, place au cancan. Bonne écoute. James Roy Horner est un compositeur américain de musique de film.
Il a composé la musique de Titanic, un film de James Cameron, sorti en 1997. Cette musique est devenue célèbre et comporte une chanson interprétée par Céline Dion, My Heart Will Go On. Tout le monde connaît le naufrage du Titanic, survenu en 1912. Il transportait aussi bien des émigrants en troisième classe que des passagers plus fortunés en deuxième et première classe. Une lecture des menus proposés montre la différence de traitement entre les passagers. Le dîner des troisième classes est sans doute correct, mais simple, alors que les deux classes supérieures festoient, semble-t-il, au son de l'orchestre de bord. 8 musiciens qui joueront jusqu'à la fin du naufrage et périront avec la majorité des passagers. À l'arrivée à New York, le contraste devait être dur pour ces passagers de troisième classe entre les conditions acceptables du voyage et la street food qui devait les attendre dans leur nouvelle patrie. Nous interpréterons la musique de cette chanson avec la voix de Céline Dion, qui sera rendue par la flûte de Pan. Adriana sera soliste à la flûte de Pan. Cette œuvre clôturera la première partie de notre programme avec le premier plat. Elle sera suivie d'une pause qui constituera un trou normand pour vous remettre en appétit. Et maintenant, bonne écoute.
en sommes au deuxième service des plats. Les émigrants pour les Amériques ont débarqué aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays en Amérique latine, comme l'Argentine. Il s'agit là d'un grand pays d'élevage bovin, l'assado avec de la viande de bœuf grillée et très tendre, un grand classique du pays, et sans doute plus savoureux que le hamburger américain. C'est à Buenos Aires que Carlos Gardel, né à Toulouse, plutôt qu'à Tacuarembó, comme le proposent les Uruguayens, s'est établi à l'âge de 2 ans avec sa mère, Berthe Gardes. Chanteur, compositeur de tango, il en sera l'incarnation en Argentine au début du XXe siècle. Por una cabeza est une chanson d'amour pour l'amour d'une femme et des courses de chevaux. C'est aussi un tango argentin composé en 1935 par Carlos Gardel comme musique du film Tango Bar de José Reinhardt. Dans ce film, Carlos Gardel jouait le rôle du patron d'un bar de tango à Barcelone. La première de ce film a été posthume. Il sera présenté à New York le 5 juillet 1935, juste une dizaine de jours après l'accident d'avion du 24 juin à Medellín en Colombie, où Carlos Gardel a perdu la vie. Vous entendrez l'œuvre dans un arrangement de John Williams. Adriana sera soliste à la flûte de Pan et Jesus au violon. Bonne écoute.
Et maintenant, place au plat de résistance, c'est-à-dire Gioacchino Rossini. Bien sûr, on ne peut pas passer sous silence le Tourne-dos Rossini. Gloire à lui pour l'avoir inspiré à Casimir Moisson, le chef du restaurant La Maison Dorée, qu'il fréquentait assidûment. La Maison Dorée, sur l'emplacement de l'ancien café Hardy, célèbre restaurant sous le Premier Empire, a malheureusement fermé ses portes à l'aube du XXe siècle et il n'en reste plus aujourd'hui qu'une façade. Le Tourne-dos Rossini n'est pas le seul plat inspiré par le compositeur. Celui-ci était autant passionné par la gastronomie que par la musique. Cette passion l'a rendu volumineux, incontournable et n'est peut-être pas étrangère à sa mort. On attribue ces paroles à Rossini. Ce que l'amour est au cœur, l'appétit est à l'estomac. L'estomac est le maître de musique qui freine ou éperonne le grand orchestre des passions. On raconte que Rossini a pleuré 3 fois dans sa vie. À la mort de sa mère, quand il a écouté le violoniste virtuose Niccolo Paganini pour la première fois, et enfin quand, sur le bateau sur lequel il naviguait, il a vu une dinde farcie passer par-dessus bord et tomber à l'eau à cause de la maladresse d'un serveur. Bien sûr, immédiatement se pose la question de savoir ce qu'il avait le plus chagriné entre la mort de sa mère ou la perte de la dinde farcie. Le Barbier de Séville est peut-être l'opéra le plus célèbre de Rossini. Cette adaptation de la pièce de Beaumarchais a été écrite en un peu plus d'une dizaine de jours, mais connaîtra un grand succès et sera le seul opéra qui ne tombera pas dans l'oubli quand Rossini connaîtra une éclipse à la fin du siècle. Pourtant, la première en 1816 sera plus qu'un fou, ce sera un fiasco. Je vous rappelle qu'un fiasco en italien est une bouteille de vin, comme un fiasco de Chianti par exemple. En s'internationalisant, le terme signifie un échec complet. En fait, Rossini lui affrontait la cabale des partisans de Palisiel, qui avait écrit et créé 34 ans plus tôt un opéra comparable, à succès lui aussi. Cependant, la deuxième représentation sera un triomphe. Rossini sera reconduit chez lui à Dodone par la foule enthousiaste. Peut-être qu'à cette époque, Rossini, qui n'avait que 24 ans, n'était pas aussi beau que 5 ans plus tard, quand Stendhal le décrira comme énorme, y avalant au moins 20 000 flecs par jour. La renommée universelle du Barbier de Séville prendra la forme, à Paris, de petits gâteaux ronds à la pâte feuilletée, fourrés aux fruits, baptisés Figaro. Mais là, nous anticipons sur le dessert. Et maintenant, nous allons vous interpréter l'ouverture de cet opéra. Bonne écoute.
Verdi est né à Roncole, dans la province de Parme. Sa période productive recouvre les 2 derniers tiers du XIXe siècle et sa personne est intimement associée au Risorgimento, c'est-à-dire à la création de l'unité italienne. Sa carrière sera lancée par le succès de son opéra Nabucco. C'est à la suite de ce succès que les pâtisseries proposeront des feuilletés Verdi
et que les cuisiniers inventeront la salsa à la verve, avec du jambon de Parme, en hommage à sa province d'origine. Il composera son opéra Rigoletto, qui sera créé en 1851 au théâtre de la Fenice à Venise, sur un livret de Francesco Maria Piave, s'inspirant de la pièce de Victor Hugo, Le roi s'amuse, qui décrivait la vie dissolue de François Ier. La Donna Immobile, ou Comme la plume au vent, en traduction française, est un air extrait de cet opéra. C'est cet air que nous allons vous interpréter avec Adriana, la flûte de Pan. Bonne écoute. Le cygne, de même que d'autres volatiles de grande taille, comme le paon ou le héron, ont été servis à la table des rois. Celle de Louis XIV était une véritable représentation publique, parfois accompagnée de musique
comme l'attestent les symphonies pour les soupers du roi, composées par Michel Richard de Lalande. Au-delà du simple aspect gastronomique, le signe a inspiré nombre de légendes et même un ballet. Piotr Ilyich Tchaïkovski, un compositeur russe né en 1840 et mort en 1893 à Saint-Pétersbourg, a incarné le romantisme russe. Il est l'auteur, entre autres, de 3 ballets et aidera à promouvoir cette musique, jusqu'alors considérée comme un genre mineur. Son ballet, Le Lac des Cygnes, sera créé en 1877 au Bolchoï, mais ne connaîtra pas le succès espéré. Il faudra attendre 1895 avec la chorégraphie Ivanov Petit Pas pour que ce ballet entreprenne enfin sa marche triomphale. Nous allons vous en interpréter un extrait de la première scène. Bonne écoute.
passons au dessert. Bien sûr, nous retrouvons l'incontournable Gioacchino Rossini. En 1829, il crée à Paris son dernier opéra, Guillaume Tell, d'après la pièce de Schiller, elle-même inspirée d'une légende suisse. Un représentant du Seigneur, à Habsbourg, impose à Guillaume Tell de toucher avec un carreau d'arbalète une pomme posée sur la tête de son fils, au risque de le blesser, voire de le tuer. Guillaume se vengera de cette épreuve cruelle. Cet opéra dure plus de 4 heures sans coupure. Souvent, on n'en interprète que l'ouverture. Après le triomphe de cet opéra, un dessert, une tarte à la Guillaume Tell avec une pomme en sucre transpercée d'une flèche, sera servie sur les tables bourgeoises. Nous interpréterons seulement l'ouverture. Bonne écoute.
Nous nous approchons de la fin du repas. Le vin qui a été servi a délié les langues et bien des convives s'essayent à chanter. Certaines de ces chansons, si ce n'est la majorité, sont des chansons à boire. La chanson à boire remonte au moins à l'Antiquité. Sans remonter jusque-là, nous vous proposerons une valse de Johann Strauss II, le compositeur qui, plus que son père, a contribué à populariser la valse. Cette valse, créée en 1869 à Vienne, s'intitule Wein, Weiss und Gesang, que l'on traduit par vin, femmes et chants. Cette valse a comme devise celui qui n'aime pas le vin, les femmes et le chant restera un imbécile toute sa vie. Ce que l'on peut rapprocher de ces paroles attribuées à Rossini, manger et aimer, chanter et digérer, sont les 4 actes de l'opéra bouffe qui a pour titre la vie. Celui qui la laisse s'enfuir sans en profiter déconne. J'espère que vous avez compris le message. Et maintenant, bonne écoute.
Nous terminerons ce repas musical avec Verdi. Verdi était un homme simple et volontiers campagnard, tout l'inverse de Rossini. Il est difficile d'imaginer deux hommes ayant des philosophies de l'existence aussi différentes. À 34 ans, Verdi va se retirer à Sant'Agata, dans une campagne reculée de la plaine du Pô, où, pour sa propre consommation, il va cultiver des légumes, élever de la volaille dans sa basse-cour, du poisson dans son étang. Il aménagera une laiterie et une fruiterie dans son domaine, et jusqu'à une glacière pour conserver sa production. Il est devenu autosuffisant. Ses repas n'étaient pas des festins, bien que généreux mais raisonnables. Mais surtout, c'était l'occasion d'un retour au calme, à l'harmonie avec sa compagne, Giuseppina. Rossini était dans l'outrance, Verdi dans la mesure. La Traviata, un opéra de Giuseppe Verdi, sur un livret de Francesco Maria Piave, s'inspirant du roman La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils, a été créé en 1853 à la Fenice de Venise. À l'inverse de Rigoletto, 2 ans auparavant, la première à démonter son public a été un four, au moins un petit four. Verdi parlera d'un fiasco. Cette œuvre rencontrera le succès dès les représentations suivantes, et nous savons quel classique de l'opéra elle est devenue par la suite. Nous interpréterons un passage de l'acte 1, scène 2, Brindisi, Libiamo degli Enti Calici, que l'on peut traduire par trinquons, buvons dans ces joyeuses coupes, de champagne, bien évidemment. Alfredo avoue son amour à Violette, la Traviata, lors d'une brillante soirée donnée par cette dernière. Gageons que la note de cette réception fut salée, même si la fin de cette pièce finira avec la mort de Violette sur une note amère. Adriana sera soliste à la flûte de Pan. Elle interprétera la partition de Violette. Ce dernier morceau clôturera notre concert de ce soir. Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochain concert, le 22 février à Rivesaltes, dans la salle de spectacle des Dômes. Bonne écoute et bonne soirée.
Mesdames et messieurs, je voudrais remercier l'orchestre, remercier l'ensemble des musiciens pour les émotions qu'ils ont créées en nous ce soir avec ces merveilleux morceaux magnifiques. Mesdames et messieurs, vous nous avez proposé un menu que nous avons savouré, un menu digne d'un 3 étoiles. En particulier avec les descriptions qu'il nous a offertes, des descriptions, des ingrédients, des recettes. Et en plus, nous avons eu le droit à des dégustations. Merci Claude pour ces très belles présentations. Je dois quand même quelques explications. Au cours de l'année 2025, la ville de Canet-en-Roussillon s'est associée avec d'autres villes, la principauté de Monaco, Nice, Marseille, les communes de Petite-Camargue et le Pôle-du-Roi, pour déposer ensemble un dossier auprès du ministère de la Culture français en vue de faire reconnaître la cuisine méditerranéenne. Le ministère de la Culture nous a donné une réponse favorable et cette cuisine maintenant est reconnue au niveau de l'État. Et à partir de là, nous avons décidé, avec la même association, de constituer un dossier qui sera déposé auprès de l'UNESCO en vue de faire reconnaître la cuisine méditerranéenne au titre du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et nous avons, tout au long de l'année 2025, organisé des événements autour de la gastronomie pour faire entendre quand même cet accent catalan dans la cuisine méditerranéenne. Et nous avons organisé des symposiums, des conférences, nous avons fait venir des chefs étoilés, nous avons travaillé avec les écoles bien entendu, et nous avions demandé à l'orchestre s'il était possible de concocter un plat autour de ce thème. Ils l'ont fait. Merci Colette, merci d'avoir répondu à notre attente. Merci François, toujours ce grand chef. Alors, peut-être derrière des fourneaux, je ne sais pas, mais en tous les cas, devant les instruments, un très grand chef.